Le retraité avait préparé cette valise lui-même, pliant chaque chemise avec le soin méticuleux de quelqu'un qui part pour le voyage le plus important de sa vie. Il ne savait pas encore qu'à l'autre bout du monde, une femme qu'il croyait connaître mieux que lui-même attendait non pas son mari, mais sa prochaine victime. Bernard Clausel avait 67 ans, une retraite modeste, une maison trop grande pour un seul homme et un cœur fracturé depuis 3 ans. Il avait passé 4 décennies à construire une vie avec la même femme, à manger à la même table, à dormir du même côté du lit. Puis cette femme était partie, emportant avec elle jusqu'à la capacité de Bernard à imaginer un avenir. Pendant 3 ans, il avait traversé ses journées comme on traverse une pièce obscure, prudemment, sans se cogner, mais sans vraiment voir non plus. Et puis il y avait eu Lynn. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas simplement l'histoire d'une escroquerie sentimentale. C'est l'histoire d'un homme qui a cru, de toute la force de sa solitude, qu'il avait une seconde chance. C'est l'histoire de ce que des êtres humains sont capables de faire à d'autres êtres humains pour de l'argent. Et c'est l'histoire de 9 jours qui ont changé Bernard, pour toujours 9 jours dont il ne parle toujours pas, même à sa fille. Ce qui s'est passé dans cet appartement de Ho Chi Minh Ville a choqué les enquêteurs. Ce qui s'est passé dans le cœur de Bernard avant d'y arriver devrait choquer le monde entier. Périgueux n'est pas une ville qui fait du bruit. C'est une ville qui murmure des ruelles médiévales, des façades dorées par des siècles de soleil d'ordonnier, des marchés où les mêmes visages se retrouvent depuis des années. Bernard Clausel y avait grandi, y avait travaillé, y avait élevé ses enfants. Il y connaissait les boulangers par leur prénom et savait exactement à quelle heure le marché du samedi se vidait. Pendant 40 ans, il avait exercé le métier de comptable dans un cabinet local, un travail qui correspondait parfaitement à sa personnalité. Précis, rigoureux, discret, Bernard n'était pas le genre d'homme à prendre des risques inutiles. Il vérifiait 2 fois les colonnes de chiffres, relisait ses courriers avant de les envoyer, réfléchissait longuement avant de prendre la moindre décision importante. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de fiable, de posé, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Sa femme, Eliane, avait été tout ce qu'il n'était pas. Expansive, riante, capable de lier amitié avec un inconnu en 5 minutes. Il formait un équilibre parfait. Elle l'emmenait vers le monde, lui donnait un ancrage. Pendant 4 décennies, ce contrat tacite avait fonctionné avec une harmonie tranquille. Eliane était morte d'un cancer du pancréas en l'espace de 4 mois. Bernard avait 64 ans. Il n'avait pas pleuré aux funérailles. Ceux qui le connaissaient savaient que ça ne signifiait pas qu'il ne souffrait pas. Ça signifiait simplement qu'il était Bernard. Ses 2 enfants, Thomas, établi à Lyon avec sa famille, et Martine, installée à Bordeaux, avaient essayé, chacun à leur manière, de rester présents. Mais la vie avait la brutalité ordinaire des vies chargées. Des enfants en bas âge, des horaires serrés, des centaines de kilomètres, les visites s'étaient espacées. Les appels téléphoniques aussi, Bernard ne s'en plaignait jamais, il disait que ça allait, personne ne le croyait tout à fait, mais personne ne savait exactement quoi faire. Il mangeait seul, il regardait la télévision dans un salon qui était encore meublé comme si Eliane allait rentrer d'un moment à l'autre, il dormait de son côté du lit sans jamais empiéter sur l'autre. La maison de Périgueux était propre, ordonnée, silencieuse, d'une façon qui n'avait rien à voir avec le calme. C'est dans ce contexte qu'un ami de longue date, Gérard, avait abordé le sujet un soir autour d'un verre de vin. Gérard avait lui-même traversé un divorce difficile quelques années plus tôt et s'était remis à fréquenter des femmes via des applications de rencontres. Il n'avait pas présenté ça comme une solution miracle, juste comme une façon de ne plus manger seul le dimanche soir. Bernard avait protesté, il avait 67 ans. Ces choses-là n'étaient pas faites pour lui. Il savait pas vraiment comment fonctionnaient ces plateformes. Et puis, à son âge, vraiment, Gérard. Gérard avait insisté avec la douceur de quelqu'un qui reconnaît la solitude chez un ami parce qu'il l'a lui-même connu. Il avait montré à Bernard comment télécharger l'application, comment créer un profil simple. Il avait même choisi la photo Bernard dans son jardin, un dimanche de printemps, souriant légèrement, l'air de quelqu'un que la vie avait traité correctement. Bernard avait créé son profil un mardi soir, convaincu que rien n'allait en sortir. Il avait indiqué qu'il recherchait une relation sérieuse, qu'il aimait la cuisine, la lecture, les promenades en forêt, des informations banales, sincères, sans prétention. 3 jours plus tard, un message était apparu. Le message était en français. Un français soigné, légèrement formel, avec une douceur particulière dans le choix des mots. La femme se présentait comme Nguyen Thi Linh, 31 ans, infirmière à Ho Chi Minh Ville. Elle expliquait qu'elle avait appris le français pendant ses études, qu'elle admirait la culture française depuis l'enfance et qu'elle cherchait quelqu'un de sincère, de stable, quelqu'un avec qui construire quelque chose de vrai plutôt que de superficiel. Bernard avait relu le message 3 fois. Il avait regardé le profil. Une femme souriante, les cheveux noirs, un regard direct et chaleureux.
infirmière. Une profession qu'il associait spontanément à la bonté, aux soins des autres. Il avait mis 2 jours à répondre, pesant chaque mot comme il pesait autrefois ses colonnes de chiffres. La réponse de Lynn était arrivée le jour même. Longue, personnelle, curieuse. Elle lui posait des questions sur Périgueux, sur son travail de comptable, sur ce qu'il aimait manger le dimanche matin, des questions qui n'avaient rien de stratégique en apparence, juste le genre de détails qu'on échange quand on s'intéresse vraiment à quelqu'un. Ce que Bernard ne savait pas, c'est que chacune de ces réponses était lue attentivement dans un appartement du district 3 de Ho Chi Minh Ville. Pas par une femme amoureuse, mais par une équipe. Nguyen Thi Linh était bien réelle. Mais l'infirmière dévouée, la femme solitaire en quête d'un amour sincère, tout cela était une construction. Lynn avait intégré le réseau de Tramamine 2 ans plus tôt, recruté par une connaissance pendant une période de grande précarité. Le réseau fonctionnait comme une entreprise, des locaux discrets, des ordinateurs alignés, des profils soigneusement fabriqués pour chaque type de cible. Les femmes qui y travaillaient avaient des scripts, des formations, des stratégies éprouvées. Lynn, cependant, n'avait pas besoin de scripts. Elle était la meilleure du réseau précisément parce qu'elle avait dépassé les scripts. Elle avait appris le français en regardant des émissions, en lisant des journaux en ligne, en mémorisant des expressions régionales. Elle avait étudié la vie en province française avec la rigueur d'une anthropologue. Elle savait ce qu'était le marché du Périgueux un samedi matin. Elle connaissait les noms des fromages du Périgord. Elle savait ce que ressentait un homme de la génération de Bernard face à l'idée d'une femme plus jeune, la gêne d'abord, puis la fierté discrète, puis l'attachement. Train de 20 000 lui avait confié le dossier de Bernard parce qu'il correspondait à un profil précieux. Âge avancé, veuvage récent, patrimoine immobilier, retraite stable, enfant éloigné. Un homme avec des économies et personne pour le regarder les dépenser. Lynn avait pris son temps. 6 mois. 6 mois pendant lesquels elle avait été parfaite. Les premières semaines, les échanges restaient sur la plateforme. Lynn envoyait des messages le matin, juste après l'heure à laquelle elle savait que Bernard prenait son café. Elle mentionnait sa journée à l'hôpital, les patients difficiles, les nuits épuisantes, les moments de gratitude quand quelqu'un allait mieux. Elle évoquait sa famille, une mère vieillissante à la campagne, un frère parti travailler à Hanoï, des détails qui rendaient son existence tridimensionnelle. Bernard répondait avec la même régularité. Il lui parlait de ses promenades le long de l'Is, de ses lectures du jardin qu'il entretenait encore, même si Eliane n'était plus là pour le voir fleurir. Un jour, sans vraiment le planifier, il avait mentionné Eliane pour la première fois comment elle aimait les pivoines, comment la maison était plus silencieuse depuis. La réponse de Lynn avait été d'une justesse bouleversante. Elle n'avait pas dit les formules convenues sur le deuil. Elle avait écrit « Le silence d'une maison qu'on a remplie ensemble, c'est peu être le deuil le plus difficile à porter. » Pas l'absence de la personne, l'absence du bruit que vous faisiez tous les deux. Bernard avait dû s'arrêter de lire. Il avait relu cette phrase plusieurs fois. Personne, ni ses enfants, ni ses amis, ni son médecin n'avait jamais décrit ce qu'il ressentait avec cette précision-là. Cette femme, à l'autre bout du monde, le comprenait d'une façon que les gens autour de lui n'avaient jamais su. C'est à ce moment précis que le piège s'était refermé. Pas d'un coup progressivement, comme toutes les choses vraiment dangereuses. Quelques semaines plus tard, ils avaient migré vers une messagerie instantanée. Les échanges devenaient quotidiens, parfois plusieurs fois par jour. Lynn a envoyé des photos des rues animées de Ho Chi Minh Ville, un repas qu'elle avait préparé, un coucher de soleil sur le Mekong, des images vivantes, colorées, qui rendaient sa vie concrète et désirable. Elle commença à appeler Bernard, par un surnom affectueux, mon Bernard, avec une tendresse qui semblait naturelle, presque involontaire, comme si elle s'était laissée échapper. Bernard, qui n'avait pas été appelé avec tendresse depuis 3 ans, ne sut pas quoi faire de cette chaleur soudaine. Il l'absorba silencieusement comme la terre absorbe la pluie après une longue sécheresse. La première conversation vidéo eut lieu un jeudi soir. Bernard avait passé l'après-midi à nettoyer son salon, à changer de chemise 2 fois, à se demander ce qu'on dit lors d'un tel appel. Quand le visage de Lynn était apparu sur l'écran de son ordinateur souriante, les yeux légèrement brillants, comme si elle aussi était nerveuse. Bernard avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Ils avaient parlé pendant 2 heures. La connexion était parfois hésitante, l'image se pixelisait par moments, mais la conversation coulait naturellement. Lynn avait ri à plusieurs reprises, un rire spontané qui semblait authentique. Elle lui avait montré sa chambre petite, propre, avec une fenêtre donnant sur une rue bruyante. Elle lui avait demandé de montrer son jardin depuis la fenêtre. Bernard avait tenu son ordinateur à bout de bras maladroitement, et Lynn avait dit « Il est beau ». On voit que quelqu'un l'aime. Après l'appel, Bernard était resté longtemps assis dans son salon sans allumer la télévision.
Il pensait à ce qu'il ressentait. Il essayait de trouver le bon mot. C'était pas de l'excitation, quelque chose de plus doux, de plus grave, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Les mois suivants furent les plus heureux que Bernard avait connus depuis le diagnostic d'Eliane. Martine, qui appelait son père tous les dimanches, remarqua le changement dès le second ou troisième appel. Son père parlait plus. Ses phrases étaient moins courtes. Il mentionnait des projets, pas grands, mais des projets quand même. Repeint de la cuisine. Essayer une nouvelle recette. Peut être retourné en Bretagne en été. Elle lui avait demandé directement si quelque chose avait changé. Bernard avait hésité. Puis lui avait parlé de Lynn, avec la prudence maladroite de quelqu'un qui sait que sa nouvelle va surprendre et qui anticipe le scepticisme. Martine avait posé des questions. Où habitait-elle? Comment s'était-il rencontré? Depuis combien de temps? Elle était restée neutre, mesurée, mais intérieurement, quelque chose l'avait alertée. Une femme de 31 ans au Vietnam, son père qui n'avait jamais utilisé Internet pour autre chose que consulter sa banque et regarder des vidéos de jardinage. Elle avait décidé d'attendre, de voir. Pendant ce temps, la relation entre Bernard et Lynn continuait de croître selon une logique parfaitement orchestrée. L'un introduisit les premières demandes financières avec une subtilité qui méritait presque d'être admirée pour sa précision chirurgicale. La première ne ressemblait pas à une demande. C'était une confidence. Lynn lui avait écrit, un soir, qu'elle était préoccupée par sa mère, des problèmes de santé, des médicaments coûteux, un système de santé vietnamien qui demandait aux familles de financer les soins à l'avance. Elle n'avait rien demandé. Elle avait seulement dit qu'elle était inquiète et qu'elle cherchait une solution. Bernard avait proposé d'aider avant même qu'elle ait eu le temps de terminer sa phrase. 1500 €. Un virement simple, rapide. Lynn avait pleuré du moins, c'est ce qu'elle avait dit dans son message suivant. Elle avait écrit que personne ne lui avait jamais témoigné une telle gentillesse, que Bernard était l'homme le plus généreux qu'elle ait jamais rencontré, que sa mère allait mieux grâce à lui. Bernard avait lu ce message dans sa cuisine un mardi matin en buvant son café. Il avait eu l'impression d'être utile pour la première fois depuis des années, d'avoir de l'importance pour quelqu'un. Les demandes suivantes furent espacées, toujours enrobées dans du contexte, toujours accompagnées d'une émotion suffisamment réelle pour paraître authentique. Des réparations d'urgence dans l'appartement de Lynn. Des frais d'inscription pour une formation professionnelle. Un problème avec son employeur qui la mettait temporairement en difficulté. Chaque fois, Bernard transférait sans questionner, avec la générosité tranquille de quelqu'un qui compte pas quand il aime. En 6 mois, le total avait atteint 42 000 €. Bernard n'avait pas réalisé l'ampleur de la somme parce qu'elle s'était accumulée en petites étapes, jamais d'un seul coup. C'est l'un des principes fondamentaux de ce type d'escroquerie. Ne jamais provoquer le choc qui déclenche la réflexion. Maintenir la température juste en dessous du seuil d'alarme. Ces économies de toute une vie de travail méticuleux étaient en train de disparaître, et il souriait. C'est Lynn qui avait abordé l'idée d'une rencontre physique. Elle l'avait fait avec une hésitation apparente, comme si la proposition lui coûtait quelque chose, comme si elle était consciente de demander beaucoup, de franchir un seuil. « Mon Bernard, je sais que c'est compliqué. Je sais que le Vietnam est loin. Mais j'ai envie de te voir. Vraiment te voir, pas à travers un écran. Je veux savoir si ce que je ressens résiste à la réalité. » Bernard avait lu ce message assis dans son jardin, un après-midi de début d'automne. Les feuilles commençaient à tourner. Il avait pensé à Eliane. Il avait pensé à la maison trop grande. Il avait pensé à combien de dimanches soirs il lui restait à passer seul. Il avait répondu « Je viens ». La réaction de Martine, quand il le lui avait annoncé par téléphone, avait été immédiate et sans ambiguïté. Elle lui avait demandé de ne pas y aller. Pas par préjugé, elle avait utilisé des mots précis, raisonnables, des arguments concrets sur les risques d'une rencontre avec une inconnue dans un pays dont il ne parlait pas la langue. Elle lui avait demandé d'attendre, d'en parler à quelqu'un d'autre, de réfléchir encore. Bernard l'avait écouté avec la patience d'un homme qui a déjà pris sa décision. Il lui avait dit qu'il comprenait ses inquiétudes, qu'il les avait lui-même eues, mais qu'à 67 ans, après 3 années passées à regarder sa propre vie depuis la fenêtre, il n'allait pas laisser la peur lui voler ce qui ressemblait peu être à sa dernière chance d'être heureux. Papa avait commencé Martine. « Je pars dans 3 semaines », avait dit Bernard, doucement. La conversation s'était arrêtée là. Martine avait raccroché avec le sentiment terrible d'être impuissante et d'avoir raison. Bernard avait organisé son voyage avec la minutie qui caractérisait tout ce qu'il faisait. Il avait commandé un guide de voyage sur le Vietnam, étudié les billets d'avion pendant plusieurs soirs, préparé une liste de ce qu'il emporterait. Il avait contacté sa banque pour signaler ses dépenses à l'étranger. Il avait même acheté quelques mots en vietnamien dans un petit carnet « Merci, bonjour, c'est beau ». Lynn avait tout organisé de son côté, l'hôtel, les premières activités, une liste de restaurants.
Elle avait envoyé des messages enthousiastes sur ce qu'ils allaient faire ensemble, visiter le marché central, prendre un bateau sur le delta du Mékong, manger des spécialités locales dans des endroits qu'elle connaissait depuis l'enfance. Le réseau, lui, avait organisé autre chose. Tran Van Minh avait tenu une réunion dans l'appartement du district quelques jours avant l'arrivée de Bernard. Il avait exposé la situation avec le détachement d'un chef de projet qui évalue une opportunité commerciale, la cible arrivait avec un potentiel encore inexploité. Les 42 000 euros n'étaient qu'un début. L'homme possédait une maison estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros. Sa retraite était régulière. Ses enfants étaient éloignés et ne semblaient pas surveiller de près ses finances. Le plan pour la rencontre physique allait plus loin que n'importe quelle escroquerie en ligne. Bernard ne serait pas invité, il serait contrôlé. On le laisserait croire à son histoire d'amour le temps nécessaire pour aller plus loin. Et si la pression psychologique ne suffisait pas, d'autres moyens étaient disponibles. Lynn avait écouté en silence. Elle n'avait pas posé de questions. L'avion avait atterri à Ho Chi Minh Ville par une nuit moite et chaude. Bernard descendit de l'appareil avec sa valise à roulettes et son carnet de mots vietnamien dans la poche. Traversant le couloir de l'aéroport Tan Son Nhut avec le mélange de fatigue et d'excitation de quelqu'un qui réalise soudain qu'il est vraiment là. Et Lynn était là, debout dans la zone des arrivées, tenant une petite pancarte avec son prénom, souriante de cette façon qu'il avait apprise à reconnaître sur l'écran, mais qui prenait maintenant une toute autre dimension dans la réalité. Elle était petite, élégamment habillée, ses cheveux noirs attachés simplement. Elle n'avait pas l'air d'une menace. Elle avait l'air d'une femme qui attendait quelqu'un qu'elle était heureuse de voir. Bernard avait posé sa valise et ne savait pas exactement comment on se salue dans cette situation. Une poignée de main était trop formelle. L'embrasser semblait présomptueux. Lynn avait résolu le problème en prenant ses deux mains dans les siennes et en disant, en français, « Tu es là. Je n'arrive pas vraiment à croire que tu sois là. » Bernard avait souri. Il n'arrivait pas à y croire non plus. Le premier jour avait tenu toutes ses promesses. Lynn l'avait emmené dans un restaurant réputé du centre, avait commandé pour lui avec des explications attentionnées sur chaque plat, avait ri de ses tentatives maladroites avec les baguettes. Elle était exactement comme pendant leurs échanges, attentive, chaleureuse, curieuse. Elle avait posé les mains sur les siennes brièvement, à table, comme pour le rassurer. L'hôtel était confortable, bien situé, et Lynn avait laissé Bernard s'installer seul, respectant une distance qui lui semblait naturelle pour un premier soir. Ce soir-là, dans sa chambre, Bernard avait envoyé un message à Martine. « Je suis bien arrivé. Elle est exactement comme je te l'avais dit. » Martine avait répondu en 3 secondes. « Appelle-moi demain. » Le deuxième jour était encore normal. Une promenade dans les rues animées du centre. Une visite au palais de la Réunification. Un café sur une terrasse avec vue sur la circulation effervescente de la ville. Lynn parlait, posait des questions, prenait des photos de Bernard devant les monuments avec une attention douce. Mais quelque chose avait changé dans les yeux de Bernard que Lynn avait su lire parfaitement. Il était à l'aise, il avait baissé sa garde, il était heureux. Le 3e jour, tout bascula. Ce matin-là, Lynn avait proposé une activité différente. Elle voulait lui montrer le quartier où elle avait grandi. Et surtout, elle avait utilisé ces mots précis, avec une légère hésitation, calculé l'appartement qu'ils pourraient acheter ensemble. Une opportunité exceptionnelle, avait-elle expliqué, dans un quartier en développement. Un beau 3 pièces, à un prix encore abordable, mais qui n'allait pas rester disponible longtemps. Bernard avait été surpris par la rapidité de la proposition, il n'avait que 2 jours de rencontres physiques derrière eux, mais Lynn avait enchaîné avec naturel, comme si la logique était évidente. Ils s'étaient fréquentés pendant 6 mois, ils se connaissaient profondément, ils parlaient d'avenir depuis des semaines. Autant avancer concrètement? Non. Autant ne pas laisser une belle opportunité passer? Bernard avait accepté, le trajet en voiture avait duré plus longtemps qu'il ne l'avait anticipé. Le chauffeur, un homme silencieux que Lynn avait présenté comme un cousin, s'était éloigné progressivement du centre animé de la ville, s'enfonçant dans des quartiers périphériques dont Bernard ne connaissait pas l'existence. Les rues devenaient plus étroites, moins fréquentées, moins touristiques. Bernard avait regardé par la fenêtre en silence, notant mentalement qu'ils étaient loin des zones qu'il avait étudiées dans son guide. Il avait songé à demander à Lynn combien de temps encore, puis il s'était ravisé. Il voulait pas paraître nerveux. Il voulait pas gâcher quelque chose. La voiture s'était arrêtée devant un immeuble résidentiel banal, sans enseigne, avec une grille métallique et un interphone. Lynn avait sonné. La grille s'était ouverte. L'appartement était au 3e étage. La cage d'escalier sentait le béton et la cuisine des voisins. Bernard avait monté les marches, en remarquant que les fenêtres du couloir donnaient sur une cour intérieure, pas de vue sur la rue. La porte de l'appartement s'était ouverte.
2 hommes se trouvaient à l'intérieur. Pas des agents immobiliers, pas des amis. Ils n'avaient pas été présentés. Ce qui se passa ensuite, Bernard ne l'a jamais raconté dans son intégralité. Pas à Martine, pas aux enquêteurs français, pas aux psychologues qu'il a vus après son retour. Il en a livré des fragments suffisamment pour que le tableau d'ensemble soit reconstitué, mais toujours avec des lacunes que lui seul connaît. Ce que les autorités ont pu établir avec certitude, Bernard fut retenu dans cet appartement pendant 6 jours. La porte était fermée à clé de l'extérieur. Il n'avait pas de téléphone, le sien lui avait été pris le premier soir sous prétexte de le recharger. Il n'avait pas accès à Internet, les demandes avaient commencé dès le premier soir de séquestration. Pas de violence physique. Le réseau de mines était assez expérimenté pour savoir qu'un homme blessé crée des complications. La pression était psychologique, constante, méthodique. Il voulait qu'il transfère de l'argent supplémentaire pour finaliser l'achat de l'appartement, puis pour régler des problèmes juridiques, puis pour une raison puis une autre, les motifs changeant chaque fois que le précédent avait été utilisé. Lynn participait à ces demandes, assise en face de lui, utilisant les mots qu'elle avait appris en 6 mois pour maintenir une pression émotionnelle, la déception, la tristesse, le rappel de ce qu'ils avaient promis de construire ensemble. Bernard avait 67 ans, il était seul dans un pays dont il ne parlait pas la langue, dans un appartement dont il ne connaissait pas l'adresse, entouré de personnes dont il ne savait pas les intentions exactes, mais dont la présence physique rendait la situation immistakable. Il avait transféré de l'argent, pas autant qu'il voulait son compte commencer à atteindre ses limites, mais il avait transféré. Et il avait attendu, pendant 6 jours, Bernard avait attendu dans cet appartement. On lui donnait à manger, il dormait sur un canapé, les hommes changeaient parfois 2, parfois 3, mais l'appartement restait fermé, Lynn apparaissait et disparaissait, parfois tendre, parfois distante, toujours dans un rôle que Bernard commençait lentement et douloureusement à ne plus reconnaître comme sincère. C'est dans ces 6 jours que quelque chose s'était brisé en lui. Pas seulement l'illusion de Lynn, quelque chose de plus profond, la façon dont il regardait les êtres humains, la façon dont il envisageait sa propre capacité à juger. Il n'avait pas pleuré. Il avait attendu. À Bordeaux, Martine avait essayé d'appeler son père le 4e jour. Pas de réponse. Elle avait rappelé le soir. Rien. Le lendemain matin, toujours rien. Elle avait attendu encore un jour, se convainquant qu'il était peu, être dans une zone sans réseau, ou simplement occupé, mais quelque chose dans son estomac refusait d'accepter ses explications. Le 9e jour, sans réponse, elle avait contacté le consulat de France à Ho Chi Minh Ville. La voix qui lui avait répondu était professionnelle, posée, méthodique, celle de la capitaine Isabelle Morvan, officier de liaison à l'ambassade. Martine avait tout expliqué. Son père, 67 ans, périgueux, parti seul rencontrer une femme connue sur Internet, silencieux depuis 9 jours, hôtel confirmé, mais pas de réponse dans sa chambre non plus. Isabelle avait pris note de tout. Elle connaissait ce type de situation, pas la disparition physique, qui était plus rare, mais le schéma en amont. La plateforme de rencontre internationale. L'homme âgé et seul. La femme vietnamienne souriante. Elle avait vu les variantes en ligne, les escroqueries financières, les familles qui découvraient après coup des comptes vidés. Mais une disparition physique ajoutait une dimension qu'elle ne prenait pas à la légère. Elle avait contacté l'inspecteur Lê Quang Dung de la police criminelle de Ho Chi Minh Ville dans l'heure qui suivait. Lê Quang Dung avait 50 et 1 an et une carrière construite sur les affaires de fraude et d'organisation criminelle. Il n'était pas naïf sur l'ampleur du phénomène des arnaques sentimentales dans sa ville. Il savait que des réseaux opéraient, que l'argent circulait, que les victimes étaient souvent trop humiliées pour porter plainte formellement. Mais une séquestration impliquant un ressortissant étranger, c'était différent. C'était une affaire diplomatique. Une affaire qui pouvait avoir des conséquences internationales. Il avait ouvert une enquête dans la journée. La clé était le téléphone de Bernard. Bien que le réseau lui ait confisqué son appareil, la carte SIM française était toujours active. Elle émettait des signaux réguliers relayés par les antennes relais locales. Ces données permettaient de localiser approximativement l'appareil et donc Bernard, dans un périmètre d'un quartier périphérique au sud-ouest de la ville. Lê Quang Dung avait organisé l'intervention pour le matin suivant. Le raid avait eu lieu à l'aube. Plusieurs agents civils avaient bouclé le quartier pendant qu'une équipe montait l'escalier de l'immeuble. La porte avait été ouverte après identification, le réseau n'était pas armé et la présence policière massive avait suffi à éviter toute résistance. Bernard se trouvait dans l'appartement. Assis sur le canapé,
les mains posées sur les genoux. Il s'était pas levé quand les agents étaient entrés. Isabelle, présente sur les lieux au titre de liaison consulaire, avait été la première à s'approcher de lui. Elle lui avait parlé en français. Elle lui avait dit qu'il était en sécurité, que des Français étaient là, qu'il allait rentrer chez lui. Bernard l'avait regardé. Ses yeux étaient ouverts. Mais quelque chose en eux était absent. Comme si la personne qui les habitait d'habitude avait décidé de se mettre en retrait pour un moment. Les médecins appelleraient cela plus tard un état de choc dissociatif. À ce moment précis, Isabelle avait simplement eu l'impression de parler à un homme qui n'était plus tout à fait là. Il n'avait rien dit. Lynn avait été interpellée dans une pièce adjacente. Elle n'avait pas résisté. Elle avait regardé les agents avec une expression qui n'était ni de la peur ni de la colère, quelque chose de plus neutre, presque de la résignation, comme si une partie d'elle savait depuis le début que cette issue était possible. 2 autres membres du réseau se trouvaient dans l'appartement et avaient été arrêtés également. Tran Van Min n'était pas là. Il avait quitté le pays la nuit précédente. Prévenu par un informateur, ou par simple précaution opérationnelle, les enquêteurs n'ont jamais établi laquelle des 2 hypothèses était exacte. Il avait passé la frontière vers le Cambodge avant que le dispositif soit mis en place. À l'heure actuelle, il est toujours activement recherché par les autorités vietnamiennes via Interpol. Bernard fut conduit à l'hôpital pour un bilan médical. Il était physiquement intact, aucune blessure, aucun signe de malnutrition grave. Mais il ne parlait pas. Pas aux médecins, pas aux agents consulaires, pas à Isabelle qui resta à son chevet pendant plusieurs heures. Ce n'est que le soir, quand Martine arriva par le premier vol disponible depuis Paris, que Bernard prononça ses premières paroles depuis l'intervention. Il dit simplement « Je suis désolé ». Martine avait pleuré. Bernard n'avait pas versé une larme. Le retour en France se fit discrètement, accompagné d'Isabelle et d'un médecin consulaire. Bernard ne regarda pas par le hublot pendant le vol. Il mangea peu. Il dormit par intermittence, avec des sursauts brusques que Martine observait en silence de l'autre côté de l'allée. À l'atterrissage à Paris, une psychologue spécialisée en traumatologie attendait dans la salle d'arrivée. Bernard la regarda avec l'expression polie et vide de quelqu'un qui sait que les formes doivent être respectées mais qui n'est pas vraiment là pour les respecter. Les semaines qui suivirent furent une forme particulière d'enfer tranquille. Bernard s'installa dans l'appartement que Martine lui avait trouvé à Bordeaux, un 2 pièces lumineux, à quelques rues de chez elle. La maison de Périgueux fut mise en vente rapidement sur sa demande. Il voulait pas y retourner. Il ne donna pas d'autre explication. Il voyait une thérapeute 2 fois par semaine. Il allait faire ses courses. Il appelait Martine régulièrement des appels courts, sans grand contenu, juste la confirmation qu'il était encore là. Ce qu'il faisait pas, c'était parler de Lynn. Ni de ce qu'il avait ressenti pour elle. Ni de ce que les 6 jours de séquestration avaient été. Ni des 42 000 € qu'il avait transférés et qui ne seraient jamais récupérés. Ces sujets n'existaient pas dans ses conversations. Il faisait pas allusion. Si quelqu'un s'approchait trop près, son regard se vidait de la même façon qu'il s'était vidé ce matin-là dans l'appartement du quartier périphérique. Martine, un soir, avait essayé de lui parler directement. Elle n'avait pas posé de questions sur Lynn, elle avait juste demandé comment il allait. Vraiment. Il avait pris son café dans ses 2 mains, regardé par la fenêtre un long moment, puis dit « Je pensais que c'était réel ». Martine avait attendu la suite. Il n'y en avait pas eu. Le procès de Lynn se tint devant un tribunal correctionnel de Ho Chi Minh Ville plusieurs mois après son arrestation. Les charges retenues contre elle étaient lourdes. Participation à une organisation criminelle, escroquerie aggravée, séquestration d'un ressortissant étranger. Les preuves étaient solides, les messages échangés avec Bernard, les relevés de virements bancaires, les témoignages des autres membres du réseau arrêtés, la reconstitution d'opérations par les enquêteurs. Lynn n'avait pas nié les faits dans leur ensemble. Elle avait contesté certains aspects de sa participation à la séquestration, affirmant qu'elle n'avait pas été informée des méthodes de rétention prévues. Le tribunal n'avait pas retenu cet argument avec suffisamment de force pour changer significativement l'issue. Elle fut condamnée à 7 ans d'emprisonnement. Dans la salle d'audience, selon le rapport consulaire transmis à la famille de Bernard, Lynn avait écouté la sentence avec la même expression neutre qu'elle avait eue lors de son arrestation. Pas d'effondrement, pas de protestation. Juste ce visage fermé, équilibré, qui avait été pendant 6 mois le visage de la femme de sa vie pour un retraité de Périgueux. Les autres membres arrêtés reçurent des peines allant de 2 à 5 ans selon leur degré d'implication. Tran Van Min, lui, restait introuvable. Les autorités cambodgiennes avaient été saisies. Interpol avait émis une notice. Mais les frontières de cette région du monde sont poreuses. Et les hommes, comme lui savent depuis longtemps, comment se rendre invisibles. Aujourd'hui, Bernard vit dans son appartement à Bordeaux. Il n'est plus l'homme méticuleux et discret de Périgueux, pas exactement.
Il est quelque chose de plus fragile, de plus méfiant, de plus absent par moment. Sa thérapeute a utilisé l'expression de rupture de la confiance de base, ce sentiment fondamental, acquis dans l'enfance, que le monde est globalement navigable et que les êtres humains ont tendance à vous vouloir du bien. Chez Bernard, cette conviction avait été fracturée de l'intérieur. Il ne parle pas de Lynn comme d'une femme qu'il a arnaquée, il ne parle pas d'elle du tout. Et c'est peut être la chose la plus troublante parce que cela suggère que le silence n'est pas de la colère, ni même de la honte, mais quelque chose de plus insaisissable. Quelque chose entre le deuil et l'incrédulité. Un homme qui a aimé quelque chose qui n'a jamais existé et qui ne sait pas exactement comment nommer ce qu'il a perdu. Les 42 000 € sont partis, la maison de Périgueux a été vendue, 3 ans de solitude après la mort d'Eliane, suivi de 6 mois de bonheur fabriqué, suivi de 9 jours, dont il ne parle pas, c'est le résumé brutal d'une période de vie qui aurait dû être tout autre chose. Ce que cette affaire révèle va bien au-delà de l'histoire d'un homme trompé. Elle révèle l'architecture précise d'une industrie criminelle qui a compris quelque chose que personne n'aime admettre. La solitude est une vulnérabilité exploitable. Pas la bêtise, pas la naïveté, la solitude pure, celle qui s'installe dans une grande maison silencieuse après 40 ans de vie partagée, celle qui transforme un message bienveillant d'une inconnue en signe du destin. Les réseaux comme celui de Mine n'ont pas besoin de forcer. Ils attendent, ils identifient, ils patientent des mois, ils fabriquent exactement la chose dont la cible a le plus besoin, pas de l'argent, pas du luxe, pas de l'aventure, juste quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pose des questions sur ses pivoines et qui se souvient de la réponse. Et c'est précisément pour cela que ces affaires sont si difficiles à prévenir. On peut avertir les gens contre les étrangers louches, contre les demandes d'argent trop rapides, contre les profils trop parfaits. Mais comment avertir quelqu'un contre la douceur? Comment dire à un homme de 67 ans de ne pas croire quelqu'un qui le comprend mieux que ses propres enfants? Selon les chiffres compilés par plusieurs organisations de lutte contre la fraude en ligne, les escroqueries sentimentales ciblant des retraités européens ont généré des pertes estimées à plusieurs centaines de millions d'euros au cours des dernières années. Les victimes sont majoritairement des hommes entre 55 et 77 ans, veufs ou divorcés récemment, avec un patrimoine immobilier et une retraite stable. Le profil de Bernard correspond à la cible moyenne avec une précision troublante. Ce qui différencie son cas, c'est la franchise physique. La majorité des victimes ne se déplacent jamais, elles transfèrent de l'argent depuis chez elles, parfois pendant des années, sans jamais rencontrer leur bourreau. Bernard, lui, avait embarqué. Il avait fait la valise, il avait porté le carnet de mots vietnamien dans sa poche. Cela dit quelque chose sur l'intensité de ce qu'il avait ressenti. Quelque chose sur le vide que Lynn, ou plutôt le personnage que Lynn avait joué avec une maîtrise glaçante, avait su combler pendant 6 mois. Isabelle Morvan, la capitaine de liaison consulaire, a déclaré dans un entretien accordé à une revue spécialisée en sécurité des ressortissants à l'étranger que l'affaire Clausel était représentative d'une évolution inquiétante dans les méthodes des réseaux d'arnaque sentimentale. Il se contente plus de l'argent en ligne, il commence à construire des dispositifs de pression physique. La séquestration de Bernard était préparée, ce n'était pas une improvisation. Lee Kwang-dong, de son côté, a souligné que son unité avait démantelé plusieurs réseaux similaires dans les 10 à 8 mois suivant l'affaire, en partie grâce à la coopération renforcée avec les services consulaires étrangers mis en place après le cas de Bernard. Il reste néanmoins lucide. Pour chaque réseau démantelé, 2 autres s'organisent différemment. La demande criminelle ne disparaît pas. Si quelqu'un dans votre entourage correspond au profil que vous venez d'entendre, un homme ou une femme âgée, récemment veuf ou divorcé, qui a commencé une relation en ligne avec quelqu'un vivant, dans un pays lointain, qui transfère de l'argent régulièrement, qui parle de cette personne comme d'un avenir possible, ne le jugez pas, ne l'accusez pas de naïveté. La solitude rend vulnérable d'une façon que nous préférons ne pas regarder en face. Elle ne rend pas idiot, elle rend affamé d'autre chose. Et les gens qui savent nourrir cette faim avec une précision professionnelle sont parmi les prédateurs les plus redoutables qui existent. Posez des questions doucement, offrez une présence. Regardez les signes, les demandes d'argent progressives, le refus de rencontre en visio avec d'autres membres de la famille, les histoires d'urgence médicale répétées, les délais constants avant une rencontre physique. Et si vous êtes vous-même dans cette situation, si vous lisez ceci et que quelque chose résonne d'une façon inconfortable, parlez-en à quelqu'un. Pas parce que vous avez eu tort de vouloir être aimé, mais parce que vous méritez que cet amour soit réel. Bernard Clausel n'a pas eu cette conversation à temps. Il mange maintenant dans un appartement à Bordeaux, à quelques rues de sa fille. Il va au marché le samedi matin.
Il appelle Martine, régulièrement. Il ne parle pas de Lynn. Mais il pense à elle, Martine en est certaine. Elle le voit dans la façon dont il s'arrête parfois au milieu d'une phrase, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne peut voir. Ce regard-là n'est pas de la honte. C'est pas de la colère. C'est le visage d'un homme qui avait cru de toute la force de sa solitude qu'il méritait encore d'être aimé et à qui on a appris, de la façon la plus brutale qui soit, que cette conviction peut devenir une arme entre de mauvaises mains. Il avait 67 ans, il avait préparé sa valise avec soin, il avait emporté un carnet de mots vietnamiens, il cherchait juste quelqu'un avec qui ne plus manger seul,